Le soleil se levait lentement sur Pikine, caressant les toits en tôle ondulée et les murs délavés des maisons serrées comme des secrets partagés. Les ruelles s'animaient déjà. Des enfants en uniforme bleu et blanc couraient vers l'école, des femmes installaient leurs étals de légumes sur les trottoirs, et les hommes discutaient politique autour d'un café tout bas brûlant. Au milieu de cette vie qui palpitait, Mustapha marchait d'un pas calme, presque méditatif. 30 ans, les épaules larges, la barbe finement taillée et le regard toujours un peu ailleurs. Il portait ce matin-là un grand boubou blanc brodé, élégant sans être ostentatoire. Dans sa main, une mallette usée remplie de cahiers corrigés, de livres de philosophie et de quelques feuillets volants couverts de verre. Mustapha était professeur de philosophie dans un lycée public du centre-ville. Chaque matin, il quittait Pikine pour Dakar en car rapide ou en Ndiaga Ndiaye, avec ses pensées pour seul luxe. Il observait les visages fatigués mais dignes, les embouteillages interminables, les muezzines du matin se mêlant aux klaxons, tout était sujet à réflexion. C'était un penseur, pas seulement par métier, mais par essence. Chez lui, il vivait avec sa mère, Sokna Binta, une femme respectée du quartier. Couturière de renom, elle habillait les mariés, les baptêmes, les fêtes religieuses. Toujours drapée dans ses grands pagnes colorés, elle tenait son atelier comme on dirige une chorale, avec autorité et tendresse. « Tafa, tu as encore oublié de manger, hein ?» lui lança-t-elle un matin alors qu'il partait sans toucher au petit déjeuner. « Tu vas finir par t'évanouir devant tes élèves un de ces jours. »« Maman, la pensée nourrit aussi, » répondit-il en souriant, l'air espiègle. Elle secoua la tête en soupirant, mais un sourire s'accrocha à ses lèvres. Elle savait que son fils était un peu à part, comme on disait dans le quartier. Intelligent, rêveur, trop silencieux parfois. Mais elle était fière. Il était devenu un homme bien. Ce que personne ne savait, pas même sa mère, c'est que Mustapha écrivait de la poésie. Pas des essais philosophiques, non. Des poèmes d'amour. Il écrivait sur des femmes qu'il n'avait jamais touchées, sur des regards croisés dans un bus, sur des rêves d'embrassades sous les lampadaires de la Médina. Mais il n'en parlait à personne. Trop intime. Trop fragile. Le soir, après ses cours et ses corrections, il s'installait dans la cour, sous le vieux manguier, avec un thé chaud, son cahier et son stylo. Il écrivait à la lueur des lampes à pétrole quand la lumière coupait. Parfois, il lisait à voix basse, juste pour entendre comment son cœur battait dans ses mots. Tu es passé comme un souffle. Entre mes doutes et mes silences. Et maintenant, je t'écris. Parce que je ne peux pas te dire. Il n'imaginait pas encore que ces vers, un jour, quitteraient la page. Il n'imaginait pas qu'une femme allait tout bouleverser. C'était un jeudi comme les autres, ou du moins, ça en avait l'apparence. Mustapha corrigeait des dissertations dans la salle des professeurs. Le thème du jour, peut-on être libre dans une société qui nous définit? Une élève avait cité Fanon, un autre, Descartes, mais c'était la copie d'un garçon discret de terminale L qui attira son attention. Il avait comparé la société à une scène de théâtre, et l'individu à un comédien contraint de jouer un rôle qu'il n'avait pas choisi. Mustapha sourit. Il souligna un passage et griffonna, réflexion fine. Tu tiens quelque chose. Il n'eut pas le temps d'aller plus loin. Un collègue ouvrit la porte, essoufflé. Mustapha, on te cherche à la grille. Une journaliste. Pour un reportage sur l'éducation dans les banlieues. C'est toi qu'elle veut interviewer. Il leva un sourcil. Une journaliste? Pour lui? Il rangea calmement ses papiers, remit sa montre en place, et descendit. Et là, il la vit. Elle portait un foulard noué avec style, un jean et une chemise blanche roulée aux manches. Son regard vif, franc, curieux, se posa sur lui et le saisit instantanément. Pas un regard commun. Un regard qui te lie. Mustapha, demanda-t-elle en tendant la main. Lui-même, répondit-il doucement. Et vous êtes? Astou Diop. Je travaille pour Afrique Horizon. On fait un dossier sur les enseignants de la banlieue. Ceux qu'on ne voit jamais, mais qui changent tout. On m'a parlé de vous. Je ne change pas grand-chose, fit-il en souriant. Pourtant vous êtes déjà dans mes notes, dit-elle en levant son carnet. Alors, vous avez un moment? Ils s'installèrent à l'ombre du baobab qui dominait la cour. L'entretien dura plus d'1 heure.
Mais ce n'était pas qu'une interview, c'était un échange. Astou posait des questions, oui, mais elle écoutait, vraiment. Elle citait des auteurs, elle connaissait la philosophie, elle vibrait au même mot que lui. Et en dehors des cours, vous écrivez, demanda-t-elle. Il hésita. Un léger vertige. Quelques textes. Rien d'important. De la poésie? Il haussa les épaules, presque gêné. Peut-être. Elle le regarda, droit dans les yeux. Vous devriez partager ça. Le monde a besoin de belles choses. Ce soir-là, Mustapha rentra chez lui avec un feu dans le ventre. Il ne dit rien à sa mère, mais sous le manguier, il écrivit jusqu'à très tard. Quelques jours plus tard, Astou revint. Avec un enregistreur cette fois, et un exemplaire d'un recueil de Léopold Sédar Senghor. Tenez. Il m'a guidé quand j'étais perdu. Peut-être qu'il vous inspirera. Elle lui sourit. Un sourire franc, mais chargé de mystère. À partir de ce jour, ils se virent souvent. Elle venait le voir après les cours, l'invitait à des lectures, des expositions. Elle l'écoutait lire ses poèmes. Elle lui donnait confiance. Et, presque naturellement, elle lui dit un soir. Il y a une scène ouverte à la Maison de la Culture d'Outasek, ce samedi. Tu devrais lire un de tes textes. Je t'y emmène. Mustapha hésita. Mais son cœur battait si fort qu'il ne put dire non. Ce fut sa première scène. Il lut un poème sur l'amour qui n'ose pas dire son nom. Le public resta silencieux un moment, puis l'ovation arriva. Il n'était plus invisible. Et Astou, toujours à ses côtés, le regardait comme on regarde un homme en train de naître. Le succès, même timide, a une odeur particulière. Celle du papier neuf, des micros tendus, des regards qui s'attardent un peu plus longtemps. Depuis sa lecture à la Maison de la Culture, Mustapha recevait des invitations. On voulait qu'il revienne, qu'il lise encore, qu'il parle de ses textes, de sa vision. À Dakar, son nom commençait doucement à circuler dans les cercles artistiques. Mais dans les ruelles de Pikine, les choses restaient les mêmes. Il buvait le thé avec les anciens, discutait de la vie chère, du nouveau maire, du combat de Modulo. Et chez lui, Sokna Binta continuait de coudre, comme si rien n'avait changé. On dit que tu passes à la radio, murmura-t-elle un jour en piquant une aiguille dans un tissu pagne. Ils m'ont invité, oui, répondit Mustapha, sans vraiment savoir comment en parler. Elle le regarda longuement, puis ajouta. Juste n'oublie pas que ta voix vient d'ici. Cette phrase, simple, s'imprima en lui. Elle résonnait, chaque fois qu'il recevait un appel, un message d'un journaliste, une nouvelle proposition. Et surtout quand Hawa parlait de l'avenir. Car Astou, elle, pensait déjà plus loin. Elle rêvait grand, vite, loin. Tu ne peux pas rester ici, lui dit-elle un soir. Ce que tu écris mérite mieux que ces murs. Tu devrais publier. Partir. Voir ailleurs. Il y a un concours international en France. Je peux inscrire. Ton style est unique, universel. Il la regardait, parfois, comme on regarde un orage en mer, beau, puissant, mais imprévisible. Je suis d'accord que l'universel est possible, mais je n'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre pour être entendu. Ce n'est pas se trahir, Tafa. C'est s'ouvrir. Il se tut. Il avait envie de la croire. Mais une peur sourde le rongeait. Il pensait à sa mère, à ses élèves, à ce manguier sous lequel il écrivait. À cette terre rouge de Pikine qui collait aux semelles comme une promesse. Et il pensait aussi à cette petite voix en lui, celle qui chuchotait, « Et si tu te perds là-bas ?» La nuit, il dormait mal. Il écrivait moins. Il relisait ses anciens poèmes avec distance, comme si quelqu'un d'autre les avait écrits. Astou, elle, continuait de l'entraîner dans le tumulte, festival, conférences, vernissage. Elle l'aimait, c'était évident. Mais elle l'aimait comme on aime un projet. Un homme en devenir. Et lui, il doutait. Pas d'elle. Mais de lui. Un soir, alors qu'il rentrait d'un événement dans un centre culturel, Astou lui dit. Imagine-toi, à Paris, sur une grande scène, ton recueil dans les mains, des gens du monde entier suspendus à tes mots. Il détourna les yeux. Et si tout ça me changeait ? Et si, en partant,
Je perdais ce que j'ai de plus précieux? Quoi donc? Demanda-t-elle, presque agacée. Le silence d'où viennent mes mots. Les jours passaient, les invitations se faisaient plus nombreuses, les messages plus pressants. Pourtant, Mustapha se murait dans une forme de retrait. Il allait en cours, passait chez sa mère, écrivait peu. Astou, elle, devenait de plus en plus absente, toujours entre deux interviews, deux rendez-vous, deux projets. Une distance s'installait, imperceptible mais réelle. Un dimanche après-midi, alors qu'il flânait dans les allées poussiéreuses du marché de Koloban, Mustapha croisa une silhouette familière. Assis sur un banc, un livre à la main, se tenait un vieil homme au regard vif malgré les années, Monsieur Diagne, son ancien professeur de philosophie. Il n'avait pas changé. Toujours en grand boubou crème, un chapelet de perles brunes à la main, et cette façon calme de regarder les gens comme s'ils lisaient leur âme. Mustapha, le penseur de Pikine, murmura-t-il avec un sourire. Professeur Diagne, quelle surprise! Je ne pensais pas vous croiser ici. Je viens souvent. Les livres d'occasion ici valent plus que l'or. Et toi? On parle de toi dans les cercles littéraires. On dit que tu portes la voix de la banlieue. Mustapha baissa les yeux, presque gêné. Je ne sais pas trop où je vais, en réalité. On me propose de partir. De publier. D'être lu ailleurs, mais j'ai peur. Peur de me perdre. Le vieux professeur posa sa main sur l'épaule du jeune homme, et dit doucement. Le cœur est un territoire fragile, Mustapha. L'amour peut illuminer ton chemin, ou te brûler. Il sortit de son sac un vieux livre, relié à la main, dont les pages avaient jauni. Il le tendit à Mustapha. Poème mystique soufi. Je l'ai lu quand j'avais ton âge. Ce passage m'a sauvé plus d'une fois. Il est souligné. Mustapha ouvrit, trouva la phrase entourée d'un trait au crayon. Celui qui croit posséder l'autre est déjà perdu. Il resta silencieux. Astou est brillante, poursuivit Diagne. Mais chacun suit son propre chemin. N'oublie pas de reconnaître le tien, même s'il passe par la solitude. Ils restèrent là un moment, en silence, au milieu du bruit du marché, des cris des vendeurs, du parfum de l'encens et du poisson frais. Quand Mustapha rentra chez lui ce soir-là, il s'assit sous le manguier, ouvrit le livre, et lut à voix basse un poème sur le vide et la lumière. Il savait que quelque chose changeait en lui. Une mue invisible. Un tremblement doux. Et au fond de lui, une décision commençait à se dessiner. C'était une fin d'après-midi tiède, où le ciel se teintait d'orange et de rose, comme un tableau inachevé. Mustapha rentrait d'un atelier d'écriture animé dans un lycée voisin, lorsqu'il trouva Astou assise sur les marches de sa maison, un large sourire aux lèvres et une enveloppe entre les doigts. « Tu rentres juste à temps, dit-elle, excitée. J'ai une surprise. » Il s'assit à côté d'elle. Elle ouvrit l'enveloppe, en sortit une lettre imprimée à l'entête soignée, Concours international de poésie Institut du monde francophone, Paris. Félicitations, Tafa. Tu es sélectionné. Tu fais partie des finalistes. Ils veulent que tu viennes lire ton texte en personne. Tous frais payés. Il cligna des yeux, figé. Attends, mais je ne me suis pas inscrit à ce concours. Awa sourit, malicieuse. Je l'ai fait pour toi. J'ai choisi l'un de tes poèmes, L'ombre du baobab, et je l'ai envoyé. Je savais qu'ils aimeraient. Et j'avais raison. Un mélange d'émotion et de vertige l'envahit. Il tenait la feuille entre ses mains, mais elle lui paraissait irréelle. Paris. La Seine. Le Monde. On part dans 2 semaines, poursuivit Astou. J'ai organisé ton visa, les billets, et j'ai pris le mien aussi. Je serai là, avec toi. Il resta silencieux, partagé entre la joie et l'inquiétude. C'était trop rapide. Trop beau. Trop bien ficelé? Mais Astou l'embrassa sur la joue, et le moment sembla suspendu. Tu vois? Tu y es. Enfin. Les jours suivants furent un tourbillon. Le quartier s'animait, Mustapha part à Paris. Sa mère, fière mais inquiète, prépara ses tenues avec un soin extrême. Ses élèves lui écrivirent des lettres. Ses collègues lui offrirent un petit carnet de cuir pour qu'il y consigne ses pensées là-bas. Mais une nuit, 3 jours avant le départ,
alors qu'il rentrait d'un dernier dîner chez un ami, il passa devant un salon de thé discret, près de l'avenue Blaise Diagne. Il entendit une voix familière. Celle d'Astou. Il s'arrêta. Par réflexe. Curiosité? Instinct? Elle était au téléphone, seule, adossée à un mur. Oui, il mord à l'hameçon. Une fois en France, il signera le contrat. Laisse-moi gérer. Il croit que c'est son idée. Tout est prêt. Un coup de couteau. Sec, profond, muet. Il se recula, sans faire de bruit, cœur battant à tout rompre. Dans la rue, les lampadaires vacillaient. Le monde paraissait soudain plus froid. Plus faux. Chez lui, il ne dormit pas. Le lendemain, il confronta Awa. Qui était-ce, au téléphone, hier soir? Elle haussa les sourcils, d'abord surprise. Puis les larmes montèrent. Tu m'espionnes maintenant? C'est pour ça que tu doutes de tout, Tafa? Tu crois que je ferais ça pour l'argent? Pourquoi? Je t'ai aidé à croire en toi. Tu étais rien avant. Elle s'effondra en pleurs. Il la regardait, sans savoir où poser ses certitudes. Tout en elle criait sincérité, mais ces mots, cette phrase. Et pourtant, il partit avec elle. Paris. Froide, élégante, immense. Lorsque l'avion atterrit à Charles de Gaulle, Mustapha sentit immédiatement le choc du contraste. Le ciel gris, l'air humide, les regards pressés des gens dans les couloirs de l'aéroport. Astou, elle, paraissait dans son élément. Elle guidait, négociait, souriait au chauffeur. Lui, il suivait, valise en main, comme un rêveur perdu dans un tableau trop brillant. Leur logement était un petit studio dans le 18e arrondissement, non loin de Barbès. Astou passait ses journées entre appels, rendez-vous, interviews. Elle semblait plus connectée que jamais. Elle l'introduisit rapidement à un certain monsieur Kader, un éditeur aux cheveux gominés et au regard de hyène élégante. Mustapha. Enfin. On parle de toi depuis des semaines. Ce poème, L'ombre du baobab, c'est de la bombe. On peut en faire un recueil, une tournée, mais il faut aller vite. L'industrie littéraire, tu sais, c'est comme le rap, il faut frapper quand c'est chaud. Mustapha écoutait, mais quelque chose en lui résistait. Les termes employés, le ton trop enthousiaste, les contrats trop rapides. Et Astou, qui ne le regardait plus vraiment, comme si elle s'adressait déjà à la version améliorée de lui-même. Il participait à des dîners, des rencontres, des lectures. Les gens le regardaient avec fascination, le poète de la banlieue dakaroise, la voix de l'Afrique moderne. On lui posait les mêmes questions. Et Pikine, c'est comment? Vous portez toujours vos tenues traditionnelles? Vous vous sentez plus africain ou plus écrivain? Il souriait poliment, répondait, mais chaque soir, il rentrait avec un vide plus grand. Un jour, il rencontra Fatou, une libraire sénégalaise installée à Paris depuis 20 ans. Petite, vive, le regard franc. On te pousse beaucoup, non? Lui dit-elle après une lecture dans une petite librairie du Marais. Je suppose, répondit-il, fatigué. Écoute ton ventre, Mustapha. Pas ta tête. Pas eux. Le ventre, il ment jamais. T'as pas besoin de devenir un produit. Elle lui donna une carte, Café Tam Tam Poésie et Vérité depuis 2003. Là-bas, dans ce lieu discret, il rencontra d'autres artistes, des écrivains, des musiciens, des griots modernes. Certains comme lui, venus d'Afrique, d'autres nés ici mais en exil permanent. Il parlait vrai, sans masque, sans projecteur. Et pendant que Mustapha trouvait un peu de réconfort, Astou semblait s'éloigner. Elle multipliait les apparitions médiatiques, parfois seule, parfois avec monsieur Kader. Ce n'est pas que ton nom, c'est ton image aussi, disait-elle. Les gens veulent une icône, pas juste un poème. Un soir, il trouva sur la table du salon un contrat. Son nom y figurait. Les termes étaient clairs, publication de 3 ouvrages, droits exclusifs à la maison d'édition de Kader, pour une durée de 5 ans. Pas un mot sur la liberté créative. Rien sur les racines, les choix, la langue. Mustapha comprit. Il n'était pas l'auteur de son histoire. Il en était devenu le produit. Les jours s'allongeaient, vides.
Mustapha se levait tard, traînait dans les ruelles du quartier, évitait les rendez-vous, n'écrivait plus. Le carnet en cuir offert par ses collègues sénégalais restait fermé au fond de son sac. Sa voix, jadis pleine de verve dans les soirées poétiques de Dakar, s'était tue. Dans le studio, le silence s'était installé entre lui et Hawa, comme une nappe de brume. Ils ne se parlaient presque plus. Elle passait ses journées dehors, ses nuits à répondre à des courriels, le visage éclairé par l'écran bleu de son ordinateur. Quand elle lui parlait, c'était pour parler de planning, d'opportunités, de ce que les gens attendent de toi. Mais lui n'attendait plus rien. Il fréquentait désormais le café Tam Tam presque chaque soir. Ce lieu était devenu son refuge. Là, dans cette petite salle peinte aux couleurs chaudes, entre les rires, les vers de Bissap et les rythmes de Kora, il retrouvait un peu de lui-même. On y récitait des poèmes sans micro, on y chantait des vérités sans filtre. Fatou, la libraire, devenait une présence rassurante. Tu sais, lui dit-elle un soir, l'exil ne commence pas quand on quitte un pays. Il commence quand on commence à parler pour plaire. Un jour, il s'y essaya. Il se leva, demanda la parole. Il commença à déclamer un texte, mais les mots ne sortaient pas. Sa gorge était nouée. Il s'assit, confus, honteux. Les autres l'applaudirent doucement, sans moquerie. Tu reviendras, dit un vieux musicien avec un sourire bienveillant. Le feu est encore là. Il faut juste souffler dessus. De retour chez lui ce soir-là, il trouva Astou en train de se maquiller, prête à sortir. Tu vas où? Demanda-t-il. Gala de l'Institut. Tu es invité aussi. C'est toi la star ce soir, non? Il hésita. Je ne crois pas que j'irai. Elle soupira. Mustapha, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux rester dans ton coin à pleurnicher ou tu veux être lutte, reconnu, publié? On ne t'attendra pas éternellement. Il la regarda, vraiment. Et pour la première fois, il vit non pas la femme dont il était tombé amoureux, mais l'ambition nue, glacée, maquillée. Lorsqu'elle partit, il resta là, seul dans l'appartement silencieux. Le contrat toujours sur la table. Le billet pour le gala dans une enveloppe. Il se leva, ouvrit son sac, sortit enfin le carnet de cuir. Il l'ouvrit, trembla légèrement, puis commença à écrire. Pas pour plaire. Pas pour répondre. Juste pour dire ce qu'il avait sur le cœur. Une phrase, d'abord. L'amour est un mirage quand il vous arrache à vous-même. Puis une autre. Et encore une. Les mots coulaient. Brut. Authentique. Comme une plaie qui se vide. Ou une source qui renaît. Et il sut. Demain, il parlerait. Non pas pour l'Institut. Ni pour Kader. Ni même pour Astou. Mais pour lui. Le grand soir était arrivé. La salle était somptueuse. Dorure au plafond, verre en cristal, costume impeccable. On y parlait doucement, dans un murmure de champagne et de vanité. L'élite littéraire francophone était réunie, prête à accueillir son nouveau prodige venu du Sud. Mustapha, vêtu d'un grand boubou bleu nuit brodé d'argent cousu par sa mère, se tenait près de la scène, carnet en main. Il avait refusé qu'on lui écrive un discours. Ce qu'il allait dire ne viendrait que de lui. Dans la salle, Astou rayonnait. Entourée d'éditeurs, de journalistes, elle semblait flotter entre les conversations. De loin, elle lui lança un regard mi-pride, mi-contrôle. Comme pour lui dire, tu sais ce qu'il faut faire. Le maître de cérémonie prit la parole. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons l'honneur d'écouter un poète dont les mots traversent les continents. Mustapha Diop, la scène est à vous. Il monta. Silence. Il regarda la foule. Puis son carnet. Puis à nouveau la foule. Et il parla. Je devais ce soir vous lire un poème de beauté, de reconnaissance. Je devais parler de rêve, d'ascension, de gloire. Mais ce ne serait pas vrai. Ce ne serait pas moi. Un murmure parcourut la salle. Hawa, dans un coin, se redressa. Il ouvrit le carnet, doucement, et commença. J'ai aimé une étoile, mais elle brillait dans le noir. J'ai cru en une voix, mais c'était celle du miroir. On m'a dit, monte, brille, crie.
Mais chaque mot qu'il mettait sur mes lèvres effaçait ma vie. Pikin n'est pas une carte postale. C'est une vérité sans maquillage. Un poème rugueux gravé sur des murs de tôle. J'ai quitté la terre rouge pour du marbre froid. Et j'ai compris que le luxe n'a pas d'odeur, mais qu'il étouffe. Alors je vous rends vos applaudissements. Je ne suis pas à vendre. Je suis une voix libre. Un cœur qui bat encore sous le baobab. Le silence était lourd. Saisi. Foudroyé. Puis, des applaudissements. D'abord timides. Puis plus forts. Plus vrais. Astou, debout, pâle, tremblante, quitta la salle sans un mot. Elle comprenait. Tout s'écroulait. Mustapha descendit de la scène, le cœur battant. Il ne souriait pas. Mais il était debout. Entier. Un vieil homme l'interpella, la voix chevrotante. Je n'ai rien compris à votre poème, mais j'ai tout ressenti. Merci. Ce fut sa plus belle critique. Cette nuit-là, il rentra seul, le boubou encore sur les épaules, mais l'âme nue. Il marcha longuement dans les rues de Paris. Et lorsqu'il leva les yeux vers le ciel, il vit une étoile, simple, discrète. Celle-là ne mentait pas. Dakar. Le soleil tapait fort ce matin-là, comme s'il voulait rattraper les jours froids de Paris. L'aéroport Léopold Sédar Senghor accueillit Mustapha dans un silence chargé d'émotions. Pas de caméra. Pas de micro. Mais une chaleur dans l'air, une sincérité dans les sourires. Il était rentré. Sur le parvis, sa mère l'attendait. Petite, les yeux brillants, elle portait un pagne indigo et un foulard blanc. Lorsqu'elle le vit, elle ouvrit les bras sans un mot. Il s'y jeta, comme un enfant. « Tafa, tu es revenu entier, dit-elle simplement. Et c'était vrai. Le quartier de Pikin l'accueillit comme un fils prodigue. Les enfants criaient son nom. Les anciens du coin le saluaient en le touchant à l'épaule, avec respect. Au lycée, ses élèves l'embrassèrent comme un grand frère. Mais Mustapha n'était plus le même. Il n'était pas revenu pour reprendre là où il avait laissé. Il transforma l'ancienne boutique désaffectée de son oncle en un atelier d'écriture, ouvert à tous, jeunes, anciens, filles et garçons. Il voulait donner aux autres ce qu'il avait failli perdre, une voix. Les murs furent peints de couleurs vives. Sur l'entrée, un graffiti disait « N'écris pas pour être vu. Écris pour ne pas te perdre. » Les soirées poétiques reprirent, plus vivantes que jamais. Tambour, slam, vers en wolof, en français, parfois en arabe. On y parlait d'amour, de foi, de rue, de révolte. Et Mustapha, toujours en boubou, lisait parfois en dernier, comme un griot discret qui veille sur sa tribu. Son premier recueil, Dakar ne dort jamais, fut publié quelques mois plus tard, auto-édité, distribué à la main, dans les écoles, les marchés, les cafés. Il refusa les interviews, les plateaux télé. Si l'histoire est bonne, elle trouvera sa route, disait-il. Et elle la trouva. D'abord à Rufisque. Puis à Saint-Louis. Puis jusque dans les bibliothèques de Ziguinchor. Des extraits furent partagés sur les réseaux, lus dans les taxis, écrits à la craie sur les murs d'école. Mustapha ne chercha plus à être une star. Il était devenu une lumière intérieure, une voix familière. Une nuit, dans une soirée poétique organisée sous un vieux manguier, quelqu'un lui demanda « Tafa, tu regrettes Paris ?» Il sourit, regarda les visages autour de lui, la lune haute, les bras levés des enfants qui scandaient des vers. « Non. Parce que c'est ici que je suis devenu vrai. » La saison des pluies approchait. À Pikin, l'air était chargé, l'odeur de terre mouillée annonçait l'orage. Mais ce soir-là, les rues vibraient d'une joie tranquille. Les enfants couraient entre les étals, les vendeuses de beignets riaient fort, et les haut-parleurs d'un vieux taxi diffusaient du Youssou N'Dour. Dans la cour de l'atelier d'écriture, éclairée par quelques ampoules suspendues à des fils de fortune, une scène de fortune avait été montée. Tapis colorés, chaises dépareillées, nattes tressées. C'était là que, ce soir, Mustapha devait lire un nouveau texte. Il s'y tenait, calme. Le public n'était pas composé de critiques, ni d'éditeurs, ni de mécènes. Il y avait là des jeunes du quartier, sa mère assise au premier rang, Monsieur Diagne, le vieux professeur, et même Fatou, venu de Paris,
un carnet plein de poèmes écrits depuis son retour. Mustapha leva les yeux. Il respira. Élu. Je suis parti loin pour apprendre à revenir. J'ai suivi des ombres pour retrouver ma lumière. J'ai cru que l'amour était un abri, mais c'était une traversée. J'ai pleuré des mots que je n'osais dire. Et c'est en me perdant que j'ai trouvé ma voie. Dakar ne dort jamais? Parce que nos cœurs battent encore. Parce que même dans la poussière, on rêve debout. Parce que la vérité ne fait pas de bruit, mais elle est claire. J'étais un homme qui doutait. Je suis devenu un homme qui écrit. Et j'écris, pour que d'autres n'aient plus peur d'exister. Il y eut un silence, lourd et beau. Puis les battements de mains, forts, sincères. Des chants. Des cris de joie. Des sourires mouillés de larmes. Ce soir-là, Mustapha n'était plus seulement le philosophe discret, ni le poète trahi, ni l'amoureux perdu. Il était devenu ce que peu de gens osent devenir, un homme entier. Et dans les rues de Pikine, plus tard dans la nuit, alors que les lumières s'éteignaient une à une, on entendait encore une voix résonner, claire, fière, libre. Dakar ne dort jamais, parce que nos cœurs battent encore.